Chers amis, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aussi nombreux pour cette séance inaugurale du Forum européen de bioéthique. Forum européen de bioéthique qui a été créé voilà 9 ans grâce à l'aide des collectivités territoriales, et ça me fait plaisir d'accueillir Monsieur le maire qui est très au courant de tout ce qui a été fait en matière de bioéthique, mais également l'Eurométropole, mais également la région, qui font que Strasbourg est un endroit où on parle de bioéthique, où on s'écoute mutuellement, même quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Et cet enjeu du débat est plus que jamais extrêmement important pour nous. Faire en sorte que des gens qui n'ont pas les mêmes opinions puissent s'entendre sans s'invectiver, et que ce ne soit pas le règne de la banderole et du slogan, mais bel et bien de la réflexion et de l'enchaînement des idées philosophiques. C'est parfois difficile, c'est parfois tendu. Il est plus facile d'obéir à une injonction morale que de se dire « tout est possible », réfléchissons ensemble de ce que nous ferons de nos découvertes, si nous les utiliserons en matière de corps ou si nous ne les utiliserons pas. Et c'est pourquoi ce forum unique en Europe, nous avons une chance formidable d'avoir un lieu de débat démocratique. Je cède la parole à Aurélien Benoît-Litre parce que c'est lui qui me succède l'année prochaine à la tête du forum, et c'est une grosse charge. Aurélien, tu as la parole. Bonsoir à tous. Merci de venir à ce rendez-vous qui maintenant existe pour la 9e année consécutive. Et donc on est très heureux de vous voir et de vous accueillir au sein de cette aubette qui nous a suivis depuis le début. Je vais être très bref. Tout d'abord, 9 éditions du Forum européen de bioéthique. Ça fait beaucoup, et en même temps, quand on voit à la vitesse à laquelle avance la science, à laquelle avancent nos connaissances, les techniques, les technologies, on peut avoir le vertige, ou en tout cas, ce serait assez raisonnable d'avoir le vertige face à ces évolutions. Et justement, l'objet du Forum européen de bioéthique, c'est justement de pouvoir interroger la science, de pouvoir la questionner pour l'humaniser, parce que la science toute seule n'a pas forcément de morale, ni d'éthique. Et l'objet justement du forum, c'est d'interroger la science pour qu'elle devienne, pour qu'on puisse se l'accaparer, pour que vous puissiez vous l'accaparer, et avoir les différentes clés de compréhension de tout ce qui bouleverse notre société aujourd'hui. Bien sûr, comme l'a dit le professeur Nizan, rien de tout cela ne serait possible sans nos partenaires depuis le début, avec la ville de Strasbourg, l'Eurométropole et la région Grand Est, qu'on remercie vivement. Également tous les partenaires que je ne vais pas citer maintenant, mais qu'on aura l'occasion de citer au fur et à mesure du forum. Pour vous donner quelques éléments sur le déroulé de la soirée et sur le déroulé du forum, cette année aussi, nous avons eu l'honneur et le privilège de bénéficier du haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, du patronage de M. Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe, et de Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Dans les nouveautés de cette année, il va y avoir le matin, tous les matins, à partir de demain matin, un moment d'échange un peu sur l'ambiance du café philosophique, où on va pouvoir échanger. Il y aura des gens du forum, il y aura bien entendu le public, on l'espère, pour parler des thématiques qui vont être abordées dans la journée, ou pour revenir sur les thématiques qui ont été abordées la veille. Salle blanche de 8h30 à 10h. À partir de 8h30 à la librairie Kléber. À la librairie Kléber d'ailleurs, où il y aura également des rencontres avec des auteurs, notamment Axel Kahn et Mathieu Vidard. Pour le déroulé de la soirée, on va d'abord avoir un petit clip vidéo d'environ 5 minutes dans lesquels vont s'exprimer les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Puis ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Louis Touraine qui va nous exposer sa vision des choses. Ensuite, il y aura 15 petites minutes de questions, parce que c'est important de pouvoir réagir, même si on ne le fait pas généralement à la session d'ouverture. Et enfin, on aura la chance d'écouter Israël Nizan sur ce même sujet. Merci.
Écoutez, pour moi, la bioéthique, c'est la vie. C'est la vie de chacun d'entre nous, c'est la vie aussi d'une communauté humaine qui réfléchit sur ses objectifs, son devenir, ses grands enjeux. C'est très concret, ça touche à la fois à l'intime et ça touche également de grands sujets de société. Et ce que j'attends tout simplement du forum, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de débat. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est le débat d'actualité, mais ça fait 9 ans que ce débat existe à Strasbourg et on peut s'en réjouir, parce que c'est 9 ans de réponses positives de la part de la population strasbourgeoise et alsacienne en général à ces grands enjeux, à ces grandes questions fondamentales pour chacun d'entre nous, mais fondamentales également pour notre communauté humaine. C'est également le lieu où peut-être se décident, se réfléchissent petit à petit ces fameuses lois de la bioéthique qui vont être révisées cette année. Donc c'est un lieu d'importance, c'est un lieu majeur en France et en Europe, et finalement avec des expertises, des questions citoyennes, une réflexion groupée qui nous fait progresser chacune et chacun d'entre nous. Donc moi je suis très heureux que la région Grand Est puisse soutenir le Forum européen de la bioéthique, parce que c'est un rendez-vous aujourd'hui qui fait date, c'est un rendez-vous sérieux dans le sens du contenu, c'est un rendez-vous sérieux aussi parce qu'il nous fait progresser chacune et chacun d'entre nous, et j'en suis très heureux. L'Eurométropole soutient le forum de bioéthique parce que c'est d'abord un élément extrêmement important qui éclaire la position des politiques. Nous avons besoin des intellectuels et des chercheurs pour nous aider à mieux comprendre le monde. Et ce colloque est un élément d'excellence qui vient compléter nos dispositifs de soutien à la filière de santé, en particulier avec des organismes que nous soutenons fortement comme l'IRCAD ou l'IGBMC qui nous permet d'être un territoire d'excellence sur le plan universitaire. Et donc ce forum est également un lieu d'expression de la part d'un certain nombre d'acteurs. Et nous verrons dans ce forum particulièrement des acteurs traités du corps et de la manière dont le corps peut être réglementé, mais aussi malmené. Cela fait partie des très beaux rassemblements qui se déroulent à Strasbourg et qui viennent renforcer en quelque sorte l'armature universitaire, intellectuelle de réflexion sur des sujets de société qui sont de premier plan et comme celui de la bioéthique qui est évidemment essentiel pour le devenir de notre planète. Le forum de bioéthique est un forum ouvert qui n'est pas réservé qu'aux experts et par conséquent il est un moyen de diffusion des savoirs. Et le savoir a cet intérêt-là aussi, c'est qu'il puisse être partagé et accessible au plus grand nombre. C'est le cas et c'est la raison pour laquelle, année après année, il connaît un succès grandissant dont nous nous réjouissons. Cela est un effort de pédagogie de la part des acteurs et je crois que cela correspond aussi à bien des interrogations que se posent nos concitoyens sur des sujets aussi variés que ceux qui seront abordés cette année encore. Alors, je suis très heureux de pouvoir, cette année encore, ouvrir cette 9e édition du Forum européen de la bioéthique que nous avons lancé donc il y a maintenant une dizaine d'années. Antoine de Saint-Exupéry disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre ». Mais je serais tenté d'ajouter « pas permettre n'importe quoi », car les questions de bioéthique posent de redoutables problèmes, je dirais, éthiques, spirituels, scientifiques. Et derrière cela, il y a la question principale, mon corps est-il à moi? C'est le thème de cette année. Il est évidemment à moi, mais en même temps, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Ça pose la question du suicide, par exemple. Ça pose la question de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui. Enfin, toutes ces questions qui sont des questions éminemment d'actualité et qui sont le résultat du progrès scientifique et technique doivent être abordées d'un point de vue moral, philosophique et éthique. C'est pas si facile. Dans les débats qu'on a eus jusqu'à maintenant, dans les 8 éditions précédentes du forum, il y a toujours eu un climat de respect de l'opinion différente. Et je pense que c'est même une caractéristique de ces débats. Ils sont sincères. Les opinions peuvent être différentes, les orientations peuvent être différentes, mais il y a un échange
Et puis la conscience que tout cela doit être pris avec précaution et avec respect. J'espère que cette année encore, cette 9e édition de ce forum permettra ces échanges véritables. On en a besoin parce que ces questions sont lourdes pour l'avenir de l'humanité qui nous préoccupe tous. La première conférence introductive va être donnée par Jean-Louis Touraine. Un immense merci à Jean-Louis Touraine d'être venu vers nous, parce que c'est d'abord un chercheur connu internationalement en matière de greffe rénale, qui a été le début de sa carrière. Mais vous avez tous entendu parler des bébés bulles, c'est lui. Vous avez tous entendu parler des progrès du traitement anti-rejet. Il a été un des acteurs mondiaux et connu dans le monde entier sur ce sujet. Ça, c'était la première partie de sa carrière, mais je dois dire qu'il est tout aussi brillant dans la partie politique, politique au sens de « j'aime les gens ». En tant que député, il a participé à la convergence et à la proposition de loi qui vient d'être faite il y a une quinzaine de jours en matière de bioéthique. Et ceci à la suite de centaines d'auditions qui, je dois dire, se sont passées d'une manière très proche de celle du forum, mais entre experts, avec les députés, avec les parlementaires. Et il nous a semblé que c'était extrêmement important, Jean-Louis, que tu viennes un peu expliquer comment s'est construite cette pensée et comment vous êtes arrivé à extraire de toutes ces opinions très controversées, j'allais dire une ligne de crête, quelque chose qui puisse être proposé à toute la nation pour faire évoluer, modifier la loi de la France, ce qui n'est pas encore fait, mais qui pourrait l'être au cours de l'année 2019. Fonction très difficile, fonction nécessitant beaucoup de courage. J'ai admiré ton courage et j'espère que tu pourras faire comprendre à tous ceux qui sont ici comment se fait l'articulation entre la réflexion bioéthique de monsieur et madame tout le monde et l'écriture de la loi. Jean-Louis Touraine, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation pour cette séance inaugurale. Tu as la parole. Tout d'abord, un immense merci à Israël Nizan, à monsieur le maire, à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce magnifique forum européen. C'est un honneur pour moi d'être ici. J'en ai entendu si souvent parler. Je sais la qualité des débats qui s'y tiennent. Et au-delà même des débats, l'état d'esprit que petit à petit vous distillez, ici même, un esprit de tolérance, un esprit d'écoute mutuelle, de respect, mais aussi un désir de progresser au fur et à mesure, d'une part de l'évolution des connaissances scientifiques, médicales ou biologiques, et d'autre part de l'évolution des idées dans la société. L'une et l'autre de ces avancées permettent de tracer les chemins pour la bioéthique de demain. Il est vrai que vous êtes en plus remarquablement situé ici pour parler de la bioéthique au niveau européen. Et ça, c'est un sujet qui m'a toujours intrigué. Comment se fait-il que des pays qui partagent une culture tellement comparable, presque identique, aient des choix en matière de bioéthique aussi disparates? Songez, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays ont des choix distincts. On ne peut pas justifier par la seule raison, ni même par l'histoire, ni même par la présence prédominante de telle ou telle religion, cette disparité aussi considérable. Donc
il est de notre devoir, en même temps que certains construisent diverses évolutions pour l'Europe, mais il est de notre devoir de faire en sorte que demain, les Européens soient guidés dans une évolution qui soit moins disparate, qui soit toujours très respectueuse des uns des autres, et où on puisse, en définitive, se sentir épanoui et relativement libre, sans être menacé, sans avoir à franchir les frontières pour accéder ici à un traitement interdit là, pour pouvoir terminer ses jours d'une certaine façon en Belgique, pour demander une aide à la procréation en Espagne ou dans un autre pays. Eh bien non, il faudra que petit à petit, sans dire qu'il y ait une unicité, sans dire qu'il y ait une seule vision, mais qu'il y ait un peu plus de cohérence entre nos pays. Et je pense que Strasbourg est vraiment la ville tout à fait bien située pour faire entendre cette voix, ce que vous avez déjà très bien fait pendant 9 ans, et je n'en doute pas, pendant les années à venir. Alors il est vrai que cette année, vous vous interrogez en particulier sur l'appartenance éventuelle que nous avons de notre propre corps. Vous le savez, depuis 1679, les Anglais ont voté l'habeas corpus, qui a été une avancée considérable. Considérable en ce sens que c'est le premier mécanisme qui garantit effectivement la liberté individuelle. D'abord sur le plan judiciaire. C'est ce qui a permis d'éviter aux Anglais, avant que la Révolution française ne le développe aussi dans notre pays, mais ça a déjà permis aux Anglais, à la fin du XVIIe siècle, de ne plus avoir les lettres de cachet et autres incarcérations abusives. Ça a limité l'arbitraire des souverains. Nous avons suivi avec la Révolution, et puis cette idée s'est répandue hors même du domaine judiciaire. Et c'est cette application plus large qu'il nous faut réfléchir sur la propriété éventuelle que nous avons de notre propre corps. Vous savez, on en parle volontiers, la libre disposition de son corps. Est-elle totale, partielle? Est-ce que notre corps nous appartient? En France, à la différence des pays anglo-saxons, il y a des limites à la libre disposition du corps de chacun. Les anglo-saxons, à cet égard, ont une vision beaucoup plus libérale de la possibilité pour chacun de disposer de son corps. En France, sous diverses influences, on a parlé d'abord d'indisponibilité du corps humain. C'est donc une limite à la libre disposition de soi, par exemple, interdiction de développer un contrat ou une convention. Et c'est un principe essentiel du droit français. Petit à petit, il y a une évolution vers une notion qui est un petit peu plus souple, ce qu'on a appelé la non-patrimonialité, c'est-à-dire que sont interdites des conventions lucratives. On n'a pas le droit, en France, de vendre ses organes, ses tissus, ses cellules. C'est un principe qui est érigé en France en liaison avec la notion de dignité de la personne humaine. Les parties du corps humain sont tellement nobles qu'elles ne peuvent pas entrer dans le domaine commercial, dans le domaine marchand. C'est différent de la plupart des autres pays actuellement. Donc, si je vais résumer, parce qu'on ne va pas entrer longtemps dans ces notions un peu abstraites, si je veux résumer les applications pratiques de cela, ça veut dire qu'il nous est interdit en France de vendre des parties de nos corps, mais il n'est pas interdit de se prostituer. Il est interdit de vendre son sang, ses organes, ses cellules, y compris ses gamètes, de vendre ses tissus. Tout ça est gratuit. Mais curieusement, nous acceptons d'acheter à l'étranger tous ces produits qui viennent de donneurs rétribués. Ainsi, on achète des gamètes au Danemark. Ainsi, on achète des dérivés du sang, du plasma, pour traiter
les malades avec des immunoglobulines ou des facteurs anti-hémophiliques ou d'autres produits encore, avec des médicaments fabriqués provenant de plasma, recueillis par exemple aux États-Unis chez des donneurs rétribués. Donc on voit bien que l'application n'est pas simple. De même, s'il est interdit de vendre toutes ces parties de son corps, par contre, depuis quelques années, on a le droit de se faire rétribuer pour réaliser des essais thérapeutiques sur personnes saines. Donc on a en définitive le droit de faire payer certaines utilisations de son corps, et on voit bien donc qu'il y a quelques exceptions à la règle générale. S'agissant du suicide mentionné tout à l'heure, depuis l'Antiquité, cette question préoccupe les humains et selon leurs croyances, leur philosophie, leur religion, les uns acceptent que le choix de chacun, suicide stoïcien, de mettre un terme à sa vie, les autres considèrent que la vie ne nous appartient pas en propre, par exemple, quelle est la possession de Dieu ou d'une autre instance et qu'on n'a pas le droit d'y mettre un terme. Pourtant, même si en France, il était très sévèrement prohibé, au point que les suicidés n'avaient pas accès aux cimetières paroissiaux, Montaigne disait déjà que la vie dépend de la volonté d'autrui, la mort de la nôtre. Donc on voit bien que dès cette période de la Renaissance, la réflexion était conduite et certains n'acceptaient pas l'idée d'une interdiction de pouvoir disposer de sa fin de vie. Venons-en au temps moderne et rentrons de plein pied dans la bioéthique, cette discipline toute nouvelle qu'on ne peut comparer à aucune autre, qui historiquement a pris ses toutes premières racines en Allemagne avec Fritz Schaar, qui en 1927, lui qui était pasteur et philosophe, avait pour la première fois prononcé le mot de bioéthique, et c'est intéressant, il considérait que c'était la relation de l'humain avec les autres espèces vivantes qui devait obéir à certaines règles éthiques, et c'était de cela dont il s'agissait dans la bioéthique initiale. Depuis, on a évolué pour centrer, focaliser, réduire la bioéthique essentiellement à l'humain, mais on verra qu'il serait tout aussi important d'appliquer une réflexion comparable avec toutes les autres composantes du règne vivant, des règnes vivants, dans cet écosystème complexe dans lequel nous sommes immergés. Après, ça a été le Code de Nuremberg, où là, tout de suite, ça a été l'homme qui a été l'objet et la protection de l'homme, de la dignité humaine. Vous vous souvenez, après les horreurs des médecins nazis, l'expérimentation humaine sur des sujets privés de liberté, non consentants. Et en 1947, le Code de Nuremberg a bien sûr prohibé toutes ces atteintes à la dignité humaine. Plus récemment, Van Rensselaer-Potter, qui est un biologiste américain, a écrit un livre en 1971, Bioethics, The Bridge to the Future. Et là, il décrit la bioéthique des temps modernes, c'est-à-dire toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui en conséquence des progrès techniques, biologiques et médicaux. Toutes ces questions qui se posent, qui n'existaient pas précédemment. Et c'est en cela que la bioéthique est une discipline non comparable. Ne la confondez pas, bien sûr, avec la philosophie, voire même avec les droits de l'homme. La philosophie existe depuis l'Antiquité et aujourd'hui, si un philosophe du XXIe siècle avait la possibilité de discuter avec Socrate, Platon ou Aristote, il trouverait beaucoup de thèmes de convergence et ils s'interrogeraient ensemble sur l'origine et le sens de la vie, sur les grandes questions philosophiques. Sur la bioéthique, il n'y a rien de comparable. Comment voulez-vous trouver dans l'Antiquité quelqu'un qui puisse discourir sur les conditions de greffe de cœur ou d'autres organes, sur la procréation médicalement assistée, sur la thérapie génique,
ces notions n'étaient même pas imaginées. Et donc, il est bien évident que la bioéthique n'a pu se développer qu'en conséquence de ces progrès. Et on voit bien d'ailleurs qu'au début, ces progrès ont été développés par les pionniers des greffes, pionniers de différentes avancées, sans qu'il y ait d'encadrement éthique d'aucune sorte, simplement en reposant sur leurs propres réflexions. En France, cela a été en 1983 la création du Comité national d'éthique, présidé initialement par Jean Bernard, qui a émis des avis et qui continue à être très utile. Ce comité est consultatif. Et donc, il a une grande chance parce qu'il est totalement libre dans ses réflexions, mais il a une limite, c'est qu'il indique des recommandations dont peuvent se sentir liés ou non liés tous les médecins, chercheurs et autres humains de notre pays, puisqu'aucune sanction n'est appliquée à tous ceux qui le transgressent. Le seul risque, c'est qu'ils aient le regard un peu désapprobateur de leurs pairs s'ils transgressent régulièrement les règles édictées par le Comité consultatif national d'éthique. Mais en vérité, on s'est rendu compte qu'il fallait bien qu'il y ait des lois. S'il y a un encadrement, s'il y a des choses qui paraissent dangereuses, donc répréhensibles, il faut prévoir des sanctions. Et ça a été en 1994 la première loi de bioéthique révisée, 10 ans plus tard, en 2004, puis en 2011, et maintenant, nous en sommes, cette année, à la 3e révision de cette loi. À côté de ces lois, d'autres ont traité de certains sujets, comme par exemple la recherche sur les cellules souches embryonnaires et l'embryon. Par exemple, toutes les questions relatives à la fin de vie. Donc il y a d'autres lois qui sont venues compléter ce corpus des lois de bioéthique, mais on voit bien que globalement, bon an, mal an, tous les 7 à 10 ans, il a été développé une réflexion générale pour se dire comment nous pouvons nous développer sans atteinte à la dignité de l'homme, mais sans non plus priver les humains d'aujourd'hui des bénéfices des progrès enregistrés. Et je crois qu'on a développé en France quelque chose de singulier, qu'on pourrait peut-être appeler la bioéthique à la française, qui est marqué par la prudence. Les pays anglo-américains en particulier ont d'emblée laissé évoluer de façon assez libre les progrès, et quand quelque chose paraissait douteux, alors, généralement, quelqu'un faisait un procès, et le résultat de cette étude judiciaire aboutissait à une jurisprudence qui ensuite était suivie. Mais il n'y avait, a priori, le plus souvent, guère d'interdits. Ce que je dis ici souffre des exceptions. Vous connaissez comme moi les débats qu'il y a dans certains de ces pays ou certains des États américains, par exemple sur l'interruption de grossesse. Mais généralement, leur approche était assez libre. La France a eu tendance à d'abord définir soit des interdits, soit plutôt des moratoires. C'est-à-dire, tant que nous ne sommes pas sûrs de où nous allons, soyons prudents, n'ouvrons pas les portes, on va le considérer comme en attente et on l'interdit pour l'instant. Et puis, quand avec le temps, l'expérience venant, les connaissances scientifiques se peaufinant, le résultat dans les pays voisins étant disponible et la société ayant évolué, petit à petit, une opinion qui était minoritaire devient majoritaire. Et alors, il apparaît que peut-être on peut ouvrir des avancées sans aucun risque, surtout qu'on a des expériences voisines qui nous permettent de savoir comment se prémunir contre toute dérive, quel encadrement prévoir pour éviter tout danger. Et donc, on a cette situation qui fait qu'à chaque révision de loi de bioéthique, il y a des avancées, des ouvertures, des possibilités nouvelles, mais que ce qui est obtenu, pratiquement, n'est jamais remis en question. Un peu comme le cliquet, vous savez, qui nous permet d'avancer, mais qui ne permet jamais un retour en arrière. Et ceci est dénoncé par ceux qui abordent ces réflexions avec une vision plus conservatrice, disant « mais
jusqu'où vont-ils nous emmener? Puisque à chaque révision, il y a des nouvelles possibilités. On va remettre en cause notre vision de l'espèce humaine, de la dignité humaine, nos traditions, nos habitudes. Et on voit bien qu'il y a effectivement, à chercher cette voie étroite entre ceux qui ne veulent pas avancer parce qu'ils sont inquiets du futur et qu'ils ont peur de la science, et puis ceux qui, enthousiasmés par les progrès disponibles, se disent « mais avançons plus vite, donnons le bénéfice à tous les malades, à toutes les personnes qui souffrent, à tous ceux qui pourraient en avoir un avantage, et si de temps en temps il y a un inconvénient, eh bien on verra comment le corriger ». Et la voie entre les deux n'est pas aisée. C'est ce que nous essayons ensemble de faire, ce qui suppose, bien sûr, d'avoir les uns pour les autres beaucoup d'écoute mutuelle, beaucoup de respect, beaucoup d'acceptation de la différence de point de vue. J'aime beaucoup citer une phrase de Condorcet qui disait « La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir ». Elle s'applique parfaitement à la bioéthique. En bioéthique, il n'y a pas de vérité. On voit bien que ce n'est pas du tout comme les droits de l'homme. C'est quelque chose, je vous l'ai dit, qui est différent entre des pays très voisins. Et en plus, c'est différent dans le temps. La bioéthique d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 10 ans et sûrement encore plus de celle qui sera dans d'autres pays dans 10 ans. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, à cet égard, de possibilité de décréter une vérité absolue. Si donc il n'y a pas de vérité absolue, acceptons que les autres n'aient pas cheminé à la même vitesse que nous. Acceptons ces variétés, ces différences. Camus le disait de façon encore plus sévère en dénonçant très méchamment tous ceux qui pensent avoir absolument raison. Il nous faut avoir ce postulat de départ que chacun, moi y compris, même après ces centaines et ces centaines d'heures d'audition, je n'ai pas la vérité, je dois continuer à douter en permanence, et chacun peut émettre une objection qui doit me forcer à réfléchir et remettre en cause telle ou telle proposition que j'aurais pu faire. Ceci suppose que la bioéthique ne soit pas accaparée par un petit groupe de professionnels. Il y a des bioéthiciens, ils sont importants pour élaborer les réflexions, pour préparer les débats, mais ce ne sont pas eux qui doivent décider. Et vous le voyez bien, aujourd'hui où notre pays est traversé de quelques troubles, on voit bien la non-acceptation légitime de la population de recevoir, venant du haut, des directives auxquelles il faut obéir. Vous voyez bien que nous sommes dans un temps où, comme le disent les anglo-saxons, on privilégie plutôt le bottom-up, c'est-à-dire la réflexion nourrie par le peuple, qui doit aboutir à des décisions que décline ensuite, que met en musique, qu'organise le pouvoir public. Et donc c'est de cela dont il s'agit. Il nous faut effectivement, tous ensemble, avoir cette réflexion et ne pas accepter que quelqu'un vienne nous dire « ici est le chemin où je veux vous entraîner ». D'ailleurs, vous l'avez vu, les États généraux de la bioéthique se sont conduits l'année dernière et beaucoup de gens y ont participé. Et généralement, tout s'est très bien passé, sauf dans quelques plus rares occasions où de tout petits groupes ont voulu absolument imposer une idée et empêcher la parole libre. Et là, il n'y a pas eu débat, et ces cas-là n'ont pas été ceux qui ont été constructifs. Mais tous les autres, l'immense majorité, on a vu des gens qui acceptaient d'échanger des points de vue très différents, parfois opposés, sans s'apostropher, sans polémiquer à l'excès, sans invective. Et là, on peut se rappeler ce que nous disait Voltaire, quand il y a des polémiques excessives, c'est qu'on assiste à l'affrontement des croyances. Mais si on agit avec notre raison, alors on est capable, non pas de s'entendre sur tout, mais de se respecter. Et on voit donc que cette bioéthique doit, premièrement, être habitée du doute, deuxièmement, être évolutive dans le temps
et dans l'espace. Et évidemment, quand je vous ai parlé des pays européens, c'est encore plus différent si vous allez en Amérique du Nord ou plus encore en Asie. Et puis, il faut accepter que cette bioéthique soit l'objet de ce respect mutuel et qu'elle se concentre sur la réflexion rationnelle. Personne ne peut venir dire « moi je sais ce qu'il faut parce que ma religion m'indique cela ». Personne ne peut dire « moi je connais une philosophie totalitaire qui doit imposer cela ». Personne. On a le droit d'avoir des croyances philosophiques ou religieuses et se les appliquer à soi-même. On n'a pas le droit de les imposer aux autres, encore moins naturellement dans une république laïque. Alors j'en viens à cette révision de la loi de bioéthique que Israël a citée tout à l'heure et à la préparation que nous avons faite à l'Assemblée nationale d'un rapport dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, c'est ce petit volume-là, qui aboutit, après beaucoup d'écoute, de travail, à ce que chacun d'entre nous ait évolué et qu'on formule non pas des propositions consensuelles, parce que ça serait impossible. On ne pourrait même pas d'ailleurs avoir un consensus sur l'immobilisme, puisque certains veulent évoluer. Et dans les modes d'évolution, plusieurs sont possibles, donc naturellement, il y a plusieurs points de vue. Mais en tout cas, une position, disons, majoritaire parmi les députés semble se dessiner et aboutir à l'énoncé de 60 propositions qui, certes, représentent une avancée significative par rapport au passé, parce que beaucoup de sujets sont maintenant mûrs, parce que plusieurs pays autour de nous ont légiféré sur ces aspects il y a 10 ou 20 ans, qu'on en connaît les bienfaits ou les inconvénients et qu'on peut donc se prononcer. Et donc, il est temps maintenant de savoir si l'on veut ou si l'on ne veut pas avancer. Et j'ajoute un dernier point général avant de rentrer dans le détail de ces propositions, pour dire qu'on peut tout à fait concilier beaucoup des points de vue simplement lorsqu'on choisit une méthode qui consiste à ne pas dire « tout sera imposé à tous ». On peut essayer chaque fois que possible, proposer qu'il y ait un choix offert aux personnes, puisqu'il y a une variété dans notre pays, dans notre société, de points de vue. Pourquoi ne pas laisser chacun choisir en fonction de ses propres réflexions, de ses propres convictions? Et c'est ainsi que nous proposons, par exemple, que soit ouverte la procréation médicalement assistée, l'assistance médicale à la procréation, aux femmes qui sont en couple homosexuel ou qui sont seules. La procréation médicalement assistée est déjà offerte aux couples hétérosexuels, soit souffrant de stérilité, soit simplement sans stérilité médicalement prouvée, qui n'ont pas réussi à avoir des enfants. Et dans ces conditions-là, il deviendrait difficile, dans un pays qui a légiféré pour autoriser le mariage pour tous, dans un pays qui autorise l'adoption des enfants par les couples de femmes et par les femmes seules, qui donc dit ouvertement, vous avez le droit et la possibilité d'élever et de permettre l'épanouissement d'un enfant en étant maman solo, comme disent certains, ou en étant dans un couple de femmes, comment pourrait-on leur dire, vous n'avez pas le droit de les faire vous-même? Vous avez le droit d'élever les enfants des autres, mais pas les vôtres. Et ceux des autres, de vous les approprier pour en devenir secondairement leur mère par adoption. Ça serait étrange et difficile à justifier. Et donc, pour ne pas faire de discrimination vis-à-vis d'une catégorie de personnes, il nous apparaît raisonnable d'ouvrir cet accès à toutes les femmes. Pour autant, j'entends, j'ai même beaucoup entendu, certains dire « nous considérons que d'être privé de père peut créer une difficulté pour l'enfant ». C'est une question légitime à se poser. Est-ce qu'un enfant qui va être élevé avec des modèles maternels, seul, sans père, est-ce qu'il va avoir plus tard des lacunes, des souffrances, un manque de référent? La question est légitime.
Donc il faut se tourner vers les études qui ont été faites. Plusieurs douzaines d'études conduites pendant au moins 20 ans aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique et ailleurs, qui toutes, sans aucune exception, montrent que l'analyse de ces enfants suivis jusqu'à 18 ans, même au-delà, que tous ces enfants n'ont pas de différence notable comparée aux enfants nés de PMA dans des couples hétérosexuels. Ni différence d'épanouissement intellectuel, affectif, d'orientation sexuelle future, aucune différence n'est apparue. Ce qui, de la part de tous ceux qui ont conduit ces études, apparaissait le plus important, c'est que ces enfants soient fortement désirés. Évidemment, quand on fait une PMA, c'est qu'on désire un enfant. Donc ces enfants sont fortement désirés, qu'ils soient l'objet de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention, qui permet leur éveil, et qu'ils aient effectivement dans la famille différents modèles qui se présentent à eux, mais comme dans toute famille humaine, il y a des gens d'âge différents, de sexes différents, d'orientations diverses, et donc ils ont cette variété qui leur permet, pendant leur enfance et leur adolescence, de se développer. Ceci nous a donc conduit à dire « nous respectons parfaitement ceux qui ne veulent pas cette avancée et ne veulent pas se l'appliquer à eux-mêmes, mais nous ne voyons pas comment nous en priverions les autres. Donc on autoriserait cette possibilité sans pour autant considérer que ceux qui ne veulent pas l'appliquer sont des gens homophobes, des gens bornés, des gens avec un esprit obtus. Non, ce sont simplement des personnes qui voient proposer un modèle de famille différent de celui avec lequel ils sont habitués et qui ont donc une certaine peine à franchir cette évolution. Donc voilà cette proposition. Ensuite, ceci entraîne différentes choses, puisque vous permettez à une femme seule de pouvoir concevoir un enfant avec des gamètes venant de telle ou telle autre ville, alors évidemment, vous ne pouvez plus lui interdire la fécondation post-mortem lorsqu'il y avait eu un projet avec son mari et que malheureusement son mari est décédé. Vous le savez, ce sont des circonstances qui arrivent quand un couple veut réaliser un enfant, il crée des embryons qui restent à l'état congelé jusqu'au moment où ils sont implantés chez la femme. Et si pendant ce délai-là, le mari décède, accidentellement ou de maladie, alors en France, jusqu'à maintenant, on interdit à la femme de pouvoir poursuivre son projet maternel. Eh bien, nous proposons de lui permettre de conduire ce projet, puisqu'on lui permet d'être mère seule. Donc pourquoi pas avec soit les spermatozoïdes, soit les embryons réalisés avec son mari défunt. J'entends que ceci doit être encadré, bien sûr. L'enfant ne doit pas être engendré comme un substitut du mari défunt. Ce n'est pas une compensation du deuil. Ça ne doit pas non plus être l'influence de la belle famille qui dit « notre fils est mort, donc il faut absolument que tu fasses un enfant ». Ben non, non, non. Ça doit être la femme qui, après un temps de réflexion, doit s'exprimer, peut-être devant un juge, seule, en ayant réfléchi, sans être soumise à aucune pression. On voit donc ce souhait de lever l'interdit qui, pour l'instant, pèse sur la procréation post-mortem. De même, on lèverait l'interdit du double don de gamètes. Et puis aussi, dans le même état d'esprit, et sans vouloir révolutionner les choses, on doit être attentif à cette situation de femmes qui se retrouvent contraintes par une horloge biologique qui est bien sévère avec elles. Vous savez, mesdames, que vous avez un avantage sur nous, les hommes, en termes de longévité moyenne. Mais par contre, nous, les hommes, avons un avantage en termes d'horloge de procréation. On a encore la possibilité de procréer à des âges un peu plus avancés que les femmes. C'est donc une limite qui est assez contrainte. Et Israël Nizan, vous le direz sûrement mieux que moi, mais la limite, ce n'est pas la ménopause. La fécondité diminue très, très nettement bien avant la ménopause. Et donc,
ces femmes qui, entre 30 et 35 ans, n'ont pas un couple stable. Ça arrive. Ce n'est même pas une obligation professionnelle, c'est que les conditions de vie actuelles font qu'elles n'ont pas trouvé encore leur prince charmant, elles ne vivent pas avec un homme, et elles ont pour autant envie de pouvoir plus tard fonder une famille, mais elles disent plus tard, je n'aurai plus mes ovules, je n'aurai plus mes ovocytes qui seront compétents. Et donc, comment faire? Faut-il leur interdire ou avoir un système aussi compliqué que la loi française d'aujourd'hui qui ne leur permet de les utiliser, ces ovocytes qui ont été vitrifiés, qu'après qu'elles en aient donné pour d'autres, s'il en reste quelques-uns dans des conditions extraordinairement inaccessibles? Non. On estime qu'il est légitime d'entendre une femme qui dit « Je voudrais pouvoir, plus tard, avoir un enfant ». Cette question ne se posait pas dans le passé, bien sûr. On voit bien. Dans le passé, la contraception qui n'existait pas faisait que les femmes atteignaient rarement un âge avancé sans avoir eu déjà 1 ou 2 enfants. Pas toujours avec le partenaire qu'elles auraient voulu choisir, mais enfin, elles avaient un enfant. Aujourd'hui, même si elles ont des relations avec une personne, mais si elles ne pensent pas que c'est le partenaire d'une vie, elles ne veulent pas que ce soit le père de leur enfant, elles peuvent le décider et elles peuvent, par la contraception, attendre. Mais il faut bien, si cette attente ne doit pas être éternelle, qu'un jour ou l'autre, elles puissent utiliser des ovocytes qui ont été prélevés à un stade où ils étaient encore capables d'être fécondés. Il y a beaucoup de choses à indiquer ensuite sur la situation qui me paraît la plus importante de tout ce dont nous parlons ici, c'est l'intérêt prioritaire de l'enfant. Parce qu'en effet, la règle d'or, me semble-t-il, doit être que l'enfant doit être toujours protégé et considéré comme prioritaire. Donc, dans toutes les conditions naturelles ou artificielles qui ont présidé à sa naissance, il faut que, dans tous les cas de figure, il puisse avoir la plénitude de ses droits. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les enfants nés de procréation médicalement assistée, dans des couples homosexuels par exemple, soit qui sont allés en Espagne ou dans un autre pays, soit qui l'ont fait en France de façon, entre guillemets, un peu sauvage, c'est-à-dire sans aide médicale. Dans tous ces cas, eh bien, les 2 mères ne sont pas toutes les 2 reconnues. Et si l'une décède, l'enfant se retrouve orphelin. Les couples qui vont développer une gestation pour autrui à l'étranger. On a le droit d'être défavorable à la gestation pour autrui. D'ailleurs, nous proposons de maintenir l'interdit dans notre pays à la GPA. Mais pour autant, l'enfant qui est né dans ces conditions, qui va revenir peu après sa naissance en France avec ses parents, qu'on appelle les parents d'intention, mais qui sont aussi, le plus souvent, les parents biologiques, puisque c'est généralement l'embryon constitué par le spermatozoïde du père d'intention et l'ovule de la mère d'intention que se réalise l'embryon qui est implanté chez la femme porteuse. Bon, quoi qu'il en soit, cet enfant qui vient, comment se fait-il que notre pays le prive de ses droits, le prive de sa filiation? Comment se fait-il que l'on puisse, au XXIe siècle... D'ailleurs, c'est tellement intolérable que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises pour cette privation de droits sur l'enfant. Donc il nous faut vraiment évoluer, vraiment, pour que tous ces enfants, qui n'ont bien entendu ni les uns ni les autres choisi leur mode de conception, ils sont nés et c'est bien, et il faut que nous les acceptions. Il n'y a pas des bâtards et des enfants légitimes. Ils ont tous les droits. Donc nous devons absolument compléter cela et offrir des droits et des modes de filiation complets pour l'ensemble de ces enfants. J'en viens maintenant à toutes les questions relatives à la recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires. La recherche sur l'embryon fait peur à beaucoup de personnes.
Les Anglais ont résolu le problème en parlant de pré-embryon. Comme ça, ils disent, ce n'est pas de la recherche sur l'embryon, c'est de la recherche sur les pré-embryons. Bon, c'est de la sémantique. La vérité est qu'il y a un continuum entre le rien et puis le tout de la vie, avec des marches d'escalier successives. Au départ, il n'y a pas de vie quand il y a un spermatozoïde isolé et un ovule qui ne se sont pas rencontrés. Ensuite, il y a la fécondation, et dans cet embryon tout à fait initial, qui comprend quelques cellules, une probabilité généralement pas très forte que le développement se fasse en entier. Beaucoup de femmes perdent des embryons sans même s'en rendre compte, avec la menstruation qui suit, parce que l'embryon n'a pas eu de nidation, ne s'est pas implanté dans l'utérus, et bien, c'est souvent assez heureux, parce que beaucoup des embryons avec des grosses malformations chromosomiques sont ainsi éliminés. Mais vous m'accorderez qu'à partir du moment où l'embryon est agrippé dans l'utérus, on est déjà à une étape un petit peu plus importante. Et puis ensuite, il y aura des phases successives qui aboutiront enfin à un fœtus au bout de 2 mois et beaucoup plus tard à un fœtus viable, puis à un nouveau-né. Acceptons que les premiers jours de développement de l'embryon, le regard ne peut pas être strictement identique à celui qui est posé sur un nouveau-né. D'ailleurs, même les plus adversaires de la contraception ne considèrent pas que la mise en place d'un stérilet est un infanticide aussi grave que le meurtre d'un nouveau-né. Donc on voit bien qu'il y a dans cette phase initiale la possibilité de développer avec les cellules disponibles une recherche, sachant d'ailleurs que la recherche est permise dans des conditions très encadrées sur le fœtus humain, sur le nouveau-né humain, sur l'enfant humain. Donc pourquoi seul l'embryon devrait échapper à cette possible recherche? Et à vrai dire, rendre cette recherche possible, c'est se prémunir de beaucoup des inconvénients. Pour l'instant, ce sont des embryons qui sont maintenus à l'état congelé pendant quelques années, puis détruits quand il n'y a plus de projet parental. Donc ils sont décongelés et détruits. Si les parents de ces embryons sont d'accord, quelques-uns de ceux-ci peuvent être l'objet d'études, sans bien sûr jamais aller jusqu'à la naissance, d'études ou de prélèvements de cellules qui permettront de développer des lignées de cellules souches permettant de guérir après des centaines et des centaines de malades pour certaines cécités, certaines maladies cardiaques, neurologiques, musculaires ou autres. C'est un domaine de recherche qui n'est pas encore abouti, mais qui va offrir des possibilités importantes. Eh bien, nous proposons que cette recherche, dans des conditions très encadrées, très surveillées par l'Agence de biomédecine, pendant un laps de temps assez court, puisse être développée, permettant, par exemple, entre autres projets, de diminuer le taux majeur d'échec des fécondations in vitro. Vous le savez, 3 sur 4 des fécondations in vitro n'aboutit pas. Et il faut donc les répéter. Et c'est la raison pour laquelle il faut développer autant d'embryons surnuméraires qui seront ensuite détruits. Le jour où on sera plus efficace, plus pertinent, on aura développé notre recherche, ce jour-là, oui, on pourra véritablement bénéficier de ces progrès pour développer beaucoup moins d'embryons surnuméraires appelés à être détruits. Donc on voit qu'il y a ici une recherche bénéfique même pour ceux qui auraient tendance à être réticents, mais qui se rendent compte que le bénéfice est d'éviter la production excessive d'embryons surnuméraires à détruire. Il y a un domaine très important que je n'aurai pas le temps de décrire en détail, mais que je veux survoler avec vous, c'est tout le domaine de la génétique. Quand je vous parle de ces embryons, ça vous fait peut-être venir à l'esprit ces expériences toutes récentes qu'ont conduit des chercheurs chinois transgressant les règles, les avis
éthiques internationaux qui comportent ce qu'on appelle de la thérapie génique sur cellules germinales. Alors je m'explique. La thérapie génique, c'est quoi? C'est une greffe de gènes sur des cellules. Quand on le fait sur un malade, ça n'a rien de très choquant parce que on veut guérir une maladie à cette personne en lui enlevant ses cellules et en rajoutant les gènes qui lui manquent. Ça lui permet de guérir et il y a ainsi des déficits immunitaires, des maladies du sang et d'autres maladies encore qui ont pu être guéries de cette façon. Même si au tout début de cette technique, il y a eu quelques déboires, mais il y a toujours en médecine, en chirurgie, malheureusement, quelques complications occasionnelles. Et pour des maladies très graves, quand le choix c'est entre la mort ou ne rien faire, on aime mieux essayer de faire, même si on n'est pas sûr à 100% du résultat. Donc la thérapie génique, là, n'est pas à remettre en cause sur le plan éthique. Par contre, faire une thérapie génique sur les cellules des gamètes, c'est-à-dire sur les spermatozoïdes ou sur les ovocytes, pour empêcher qu'une maladie présente sur les gènes ne se reproduise dans les générations futures, c'est véritablement être apprenti sorcier. Parce que là, on va corriger quelque chose, non pas sur une personne, sur un malade, mais sur toute sa descendance éternellement. Et en définitive, on modifie l'espèce humaine. Là, on a le droit, je crois, de parler de risque eugénique. Là, on a le droit d'avoir peur sur les conséquences, d'autant plus que la méthode utilisée, qui est une méthode assez géniale, inventée par une Américaine, Doudna, et une Française, Emmanuelle Charpentier, qui leur offriront certainement dans les années prochaines un prix Nobel. C'est un principe qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui permet de greffer exactement le gène que l'on veut à l'endroit que l'on veut. Et donc c'est une méthode qui est extraordinaire d'efficacité. Oui, mais on sait aussi que cette méthode a des effets inattendus et qu'elle provoque des modifications du génome ailleurs. Et donc, quand ce chercheur chinois veut empêcher qu'un embryon puisse être sensible au virus du sida, eh bien en même temps, il va lui modifier beaucoup de choses et peut-être lui faire apparaître la susceptibilité à des cancers ou d'autres maladies redoutables. Et donc on ne peut pas se permettre cela. On ne peut pas donner un blanc-seing à ces aventures qui, peut-être demain, seront vues différemment quand tout cela sera parfaitement maîtrisé, quand on saura le faire sans aucun risque, d'aucune conséquence d'autre nature, et ainsi peut-être dans le futur faire disparaître toutes les maladies génétiques chez l'homme. D'autant plus qu'aujourd'hui, ces maladies sont en fréquence croissante. Hier, ces maladies aboutissaient le plus souvent à la mort au stade de l'enfance. Prenez le diabète de l'enfant, ce diabète aboutissait à la mort avant qu'il soit en âge de se reproduire. Et beaucoup des maladies génétiques donnaient chez des enfants des maladies mortelles. Aujourd'hui, ces enfants, la mucoviscidose et beaucoup d'autres maladies, ils vivent jusqu'à l'âge adulte. Ils se marient, ils ont des enfants, et donc naturellement, la fréquence de ces gènes de maladie est en progression positive, est en augmentation. Et donc, il nous faudra bien un jour affronter cela. Mais attendons, dans les générations futures, que tout cela soit maîtrisé. Pour l'instant, il faut véritablement interdire ces aventures d'apprentis sorciers dangereux et qui sont aussi redoutables que d'autres Asiatiques qui avaient voulu faire du clonage reproductif humain, c'est-à-dire prendre les cellules de l'un d'entre nous et faire le double, exactement le même que nous, mais en enfant. Et on peut imaginer certains milliardaires fous qui seraient tentés qui sont un peu narcissiques et qui seraient tentés d'avoir des enfants qui leur ressemblent idéalement et qui ne partagent rien d'avec leur mère, qui soient uniquement copie conforme d'eux-mêmes. Ce n'est pas le respect de l'homme que d'accepter cela. Et donc il faut véritablement là des interdits sévères. Et nous sommes en manque d'interdits internationaux pour empêcher que cela ne se fasse. Certes, ça ne se fera pas aux États-Unis parce que les chercheurs qui feraient ça seraient condamnés. Certes, ça ne se fera pas en Europe parce que les chercheurs seraient condamnés. Il faut encore que les autres continents adoptent des règles comparables.
La génétique, c'est aussi la possibilité de savoir toutes les maladies que nous allons peut-être développer, cette médecine prédictive, et les maladies que nous pouvons transmettre. Médecine prédictive, est-ce qu'on veut savoir si l'on va développer dans quelques années, je vais dire un diabète, un cancer, telle ou telle maladie? Vous me direz, déjà, on en sait un petit peu d'après nos antécédents familiaux. Une femme dont la mère et les deux grands-mères ont eu un cancer du sein a des risques de développer un cancer du sein. Elle le sait plus qu'une autre. On n'a même pas besoin de génétique pour ça. Mais beaucoup plus d'informations sont présentes dans nos gènes et on peut ainsi indiquer beaucoup de choses. Certains veulent savoir, faut-il accéder à leur demande? Pour l'instant, c'est non en France, mais chacun peut le faire en envoyant un petit prélèvement dans un pays voisin et il reçoit la réponse. Donc il faut probablement entrouvrir un petit peu cette porte. Mais d'autres ne veulent pas savoir. Et il faut autant respecter le droit à l'ignorance que le droit à la connaissance. On a le droit de ne pas vouloir être mis devant l'inquiétude, quand on a 40 ans, de savoir que 40 ans plus tard, on va développer une maladie d'Alzheimer. Parce qu'on va se gâcher 40 ans de vie pour rien. On a le droit de vouloir rester dans l'ignorance de cela. D'autant plus que dans les 40 ans, il y aura peut-être des traitements qui vont apparaître et que ça sera plutôt la même chose. Il est donc important de ne pas froisser les uns les autres. Donc, vous voyez que là encore, ce que je préconise, c'est quelque chose qui permet de respecter les uns et les autres. De ne pas dire « je vous impose de savoir » ou « je vous interdis totalement de savoir ». Ça s'applique aussi pour les enfants à venir. Deux personnes décident d'avoir des enfants. Elles veulent être sûres, ou du moins avoir de grandes chances de ne pas transmettre de maladies génétiques. Elles font étudier chacune leur génome et l'on voit que les deux ont exactement le même allèle de la maladie de la mucoviscidose, par exemple, ou d'une autre maladie génétique. Alors on sait, 25% de leurs enfants auront la maladie. 25%. Faut-il laisser faire la nature et puis faire un diagnostic prénatal et une interruption de grossesse? Pas toujours agréable à vivre pour ce couple. Ou n'est-il pas plus raisonnable de dire on fait une fécondation in vitro, on regarde les gènes des embryons et on écarte un quart des gènes des embryons qui sont malades et on garde les trois quarts qui sont sains et c'est ceux-là qui sont réimplantés. Voilà la possibilité offerte par ces examens du dépistage préconceptionnel suivi d'une fécondation in vitro. Je ne vais pas rentrer dans toutes les autres indications, mais je veux aussi vous dire quelque chose de tout simple, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire des diagnostics pendant la grossesse, et ces diagnostics pendant la grossesse, ce n'est pas pour toujours induire une interruption thérapeutique de grossesse, c'est parfois pour faire des traitements, puisque un fœtus qui a certaines malformations ou certaines maladies peut être maintenant traité par des greffes in utero, nous en avons fait depuis 1988 avec des cellules souches, ou par de la chirurgie in utero, plus exactement, le fœtus étant sorti de l'utérus maternel pour l'intervention chirurgicale, puis réintroduit pour la fin de la grossesse. Et ceci se développe, ce n'est pas exceptionnel, ce sont des possibilités thérapeutiques pour que quand l'enfant naît, il soit déjà guéri. C'est aussi le diagnostic à la naissance. En France, on n'identifie que 4 maladies. Eh bien, aujourd'hui, il y en a plus d'une douzaine qui, si elles étaient dépistées à la naissance, permettraient de donner un traitement empêchant la plupart des complications de ces maladies. Donc il nous faut bien étendre le champ de ces tests génétiques et ainsi pouvoir permettre de réduire certaines maladies. Alors d'aucuns disent « Ouh là là, mais là on va aller dans l'eugénisme ». Non. La définition de l'eugénisme, c'est modifier l'espèce. On ne fait de l'eugénisme que si on modifie l'espèce, que l'on sélectionne dans le sens d'une modification. Ici, on n'est pas en train de fabriquer des grands blonds aux yeux bleus ou des gens avec un quotient intellectuel supérieur en prenant du sperme à des prix Nobel. Non, non. On écarte simplement un tout petit pourcentage d'embryons qui ont des maladies gravissimes
Et je dis bien que ceci ne s'applique qu'aux maladies gravissimes, généralement mortelles dans l'enfance. Alors, pour être un peu plus complet, mais sans discourir trop longtemps, quelques mots sur les autres aspects de la bioéthique. Les greffes d'organes. On voit bien aujourd'hui, la plupart des gens qui s'inscrivent sur une liste d'attente ont plus de chances de ne pas être greffés, de ne pas être traités, que de l'être effectivement. Les greffes n'ont jamais aussi bien marché. Il y a plus de 95% de succès pour la plupart des greffes, 90% pour celles qui marchent moins bien. C'est donc un succès formidable, sauf que la majorité des gens n'ont pas accès à la greffe parce qu'il n'y a pas assez d'organes. Donc il nous faut faciliter cela. Et pour ne prendre qu'un exemple, lorsque pour des greffes de reins, il y a des donneurs vivants, eh bien, il faut que les donneurs qui veulent donner de façon non rétribuée leur rein à un proche familial ou proche affectif, dans tous les cas de figure, puissent le donner. S'il n'y a pas compatibilité entre les deux, nous proposons de développer ce qu'on appelle une chaîne du don, c'est-à-dire que le donneur et le receveur s'inscrivent dans un ensemble de personnes qui, entre elles, vont pouvoir trouver l'appariement idéal entre un organe et un malade. Et donc on voit tous ces progrès à développer qui ne vont pas bouleverser l'idée que l'on se fait de la dignité humaine, qui ne vont pas bouleverser la médecine contemporaine, mais qui vont accepter d'introduire certains des progrès qui ont été éprouvés dans plusieurs pays et qu'il nous faut donner pour que les malades ne puissent pas nous reprocher de les priver d'une chance de guérison. J'en viens à deux points qui sont un peu plus différents. L'un, c'est les neurosciences et l'autre, c'est l'intelligence artificielle. Les neurosciences, on voit bien qu'on touche à quelque chose d'un petit peu particulier. À vrai dire, nous n'avons pas formulé de préconisation cette année. Nous estimons qu'il nous faut attendre encore davantage la prochaine révision, dans quelques années, pour pouvoir vraiment statuer. Vous savez, les connaissances vont très vite en neurosciences, mais elles ont démarré beaucoup plus tard que dans tous les autres domaines, pour de multiples raisons. La complexité, mais aussi peut-être une certaine timidité des chercheurs des siècles passés. Il fut un temps même où les humains se disaient « mais comment voulez-vous que nous puissions faire de la recherche sur le cerveau alors que c'est le cerveau humain lui-même qui va faire cette recherche? Il ne peut pas s'auto-analyser. » C'était une timidité inutile puisque le cerveau humain est tout à fait capable de s'auto-analyser. Et grâce d'abord avec l'étude des maladies qui ont permis de savoir que quand telle partie du cerveau ne fonctionne pas, ça donne telle conséquence, on est petit à petit arrivé à comprendre le fonctionnement du cerveau et de ses composants. Et aujourd'hui, on peut intervenir là-dessus. Jusqu'où pouvons-nous le faire sans modifier la partie la plus noble de l'être humain, qu'est le cerveau? C'est tellement la partie la plus noble qu'aujourd'hui, c'est elle qui définit la vie. Il n'y a pas si longtemps, la vie s'interrompait au moment d'arrêt du cœur. C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la mort cérébrale qui est définie. Quelqu'un qui a un cœur artificiellement entretenu par des machines et qui est considéré comme mort parce que son cerveau a été totalement détruit, cette personne-là verra les médecins arrêter la réanimation parce que quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus d'être humain. C'est la conception qui prévaut aujourd'hui. Et donc on voit bien que c'est la partie noble de l'organisme, tant et si bien que quand par boutade certains proposaient de faire des greffes de cerveau, d'autres ont dit mais c'est pas une greffe de cerveau à un corps que vous faites, c'est une greffe du corps à un cerveau, puisque ce qui définit l'homme, c'est le cerveau. Donc vous voyez bien que le cerveau est la partie importante et donc les neurosciences auront beaucoup de choses à nous dire. Et je termine avec l'intelligence artificielle qui nous occupera beaucoup dans les années futures. Pour l'instant, c'est un domaine nouveau, mais qui véhicule autant d'espoir, autant de capacités formidables, d'aide au diagnostic, d'aide au traitement, d'aide avec des algorithmes magnifiques, mais aussi quelques inquiétudes. Quand vous avez un robot chirurgical qui va permettre, mieux encore que la main du chirurgien, d'exciser au millimètre près une tumeur sans attenter au tissu sain adjacent, tout le monde se félicite. Quand
on développe des robots affectifs, on se dit, ouf, ça peut être dangereux ça. Et puis on se rend compte que dans certaines résidences de personnes âgées, en plus du personnel dévoué qui s'occupe des malades, ces robots arrivent à maintenir un éveil intellectuel prolongé sur des gens âgés. Et donc, il ne faut peut-être pas les bannir complètement. Comment faut-il encadrer leur développement? Et puis, il y a même maintenant des robots sexuels et tout un tas d'autres choses qui font un peu frémir. Et donc, il faudra bien un jour ou l'autre affronter toutes ces questions pour savoir ce qui est autorisable et ce qui doit être très sévèrement encadré. Vous le voyez, j'ai bien dit qu'il ne faut pas être trop coercitif. Pour autant, je crois quand même que nous devons mettre des barrières. Nous devons mettre des barrières à certains endroits. L'objectif, ce n'est pas de développer un transhumanisme. Moi, je ne crois pas du tout à l'intérêt de nous donner 1000 ans de vie, comme le professeur Alexandre a tendance à vouloir le préconiser. Dans un hyperhumanisme d'abord un peu naïf et irréaliste, mais surtout inquiétant. Je pense qu'avant de s'occuper, certes, quelques années de plus de survie ne nous feront pas de mal, surtout, l'important est d'avoir une qualité de vie, une vie en bonne santé. Et moi, je pense que plutôt que le transhumanisme, il serait bon de privilégier l'hyperhumanisme. Comment faire en sorte qu'on puisse, les uns et les autres, vivre en bonne intelligence ensemble, sans intolérance les uns envers les autres, avec un bon respect mutuel, avec des idées diverses, mais en s'acceptant les uns les autres. Et je voudrais terminer sur le rôle que doit avoir le législateur, l'État, les pouvoirs publics, parfois décriés aujourd'hui, mais qui ont un rôle aussi, et peut-être même surtout, dans la protection des libertés individuelles. Et pour cela, je citerai Paul Ricoeur, qui dit « Cet ensemble organique d'institutions que constitue l'État serait radicalement dénué de sens s'il ne restituait pas et ne diffusait pas une nouvelle qualité de liberté aux individus qui en sont les membres. » Ainsi, il nous dit que l'État trouve principalement son sens, non pas à contraindre, à opprimer, ce qui est le propre d'un État totalitaire, mais au contraire à faire éclore des libertés individuelles qui se juxtaposent les unes à côté des autres. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine pour ces propos très éclairants. Je crois que compte tenu du timing, on va peut-être surseoir aux questions pour écouter le professeur Nizan. Comme nous aurions bien voulu te poser des questions, Jean-Louis, Jean-Louis Touraine, on fait un petit déjeuner demain matin, une matinale, de 8h30 à 10h. Mais si tu peux nous consacrer une demi-heure, trois quarts d'heure, pour que les questions puissent être posées dans une atmosphère un tout petit peu plus familiale. Âme sensible, s'abstenir. Tout ce que je vais vous dire, ni je l'approuve, ni je le désapprouve. Mon corps m'appartient-il? Cette question entraîne le plus souvent une réponse lapidaire. Mais s'il ne m'appartient pas, à qui donc appartient-il? La France a une position originale sur ce sujet dans le concert des nations. Nous, Français, nous ne sommes pas propriétaires de nos corps. Tout au plus les usufruitiers. Impossible de vendre ses organes ou les produits de son corps, qui ne peuvent pas faire partie du vaste marché des produits et des biens.
Parmi les chapitres ouverts par cette question, si vaste que la semaine qui s'ouvre, 9e édition du Forum européen de bioéthique, n'y suffira pas, celui de la reproduction vient donner une illustration très éclairante de l'évolution d'Homo sapiens sur son rapport au corps de sa progéniture et à la manière dont il le pérennise, le produit ou le reproduit. Les humains pourraient bien vivre leur dernier siècle d'une reproduction que l'on pourrait appeler à la mode sauvage. Un profond changement anthropologique se profile à l'horizon, proche de quelques générations, et de nombreuses forces y concourent puissamment. L'appropriation, la modification de nos vieux corps est à l'œuvre de manière progressive et exponentielle depuis les 150 000 dernières années. Les 80 milliards d'êtres humains qui se sont succédés sur la Terre avaient grosso modo les mêmes corps et se reproduisaient exactement de la même manière. De ce côté-là, jusqu'ici, rien de neuf. Mais au XXIe siècle, un virage aussi inévitable que prévisible pourrait se produire. Toujours difficile de prédire l'avenir et le risque de se tromper est fort heureusement considérable. Mais partageons ensemble l'irrésistible tentation de regarder par le trou de la serrure de l'avenir. Ce n'est pas un défaut que de vouloir connaître le monde de demain, celui que nous laisserons à nos enfants. Les premières étapes de cette révolution de la reproduction ont déjà eu lieu. Certains des outils nécessaires à la modification de la reproduction humaine sont déjà disponibles et d'autres sont encore dans les cartons de l'industrie biotechnologique, aussi puissante que lucrative. Essayons donc d'imaginer ce que la maîtrise de plus en plus fine de la reproduction pourrait avoir comme conséquence pour nos petits-enfants. Nos petits-enfants se reproduiront-ils comme nous ? Se reproduire, voilà déjà un terme bien ambigu, car se reproduit-on jamais ? Mais si on définit la reproduction comme le fait que deux personnes puissent constituer ensemble une famille, certaines valeurs fondamentales sont plébiscitées par tous. Petit 1, avoir des enfants, oui, mais en bonne santé et qui le resteront. Petit 2, à la suite d'une naissance de préférence sans complications. Petit 3, enfant issu de ses propres gènes, en filiation biologique avec ses parents. Et les progrès scientifiques et techniques déjà réalisés dans ce domaine sont entrés très vite, parfois même sans discussion préalable, dans la panoplie des soins et dans la prévention proposée aux couples. La reproduction pourrait bien intégrer les artifices des biotechnologies, à l'instar de ce qui s'est produit sous nos yeux dans les 50 dernières années. Essayons donc ensemble de prolonger les courbes, comme le font les analystes quand ils cherchent à prédire l'avenir immédiat. Essayons de savoir comment et pourquoi l'espèce humaine mettra en œuvre à l'avenir toutes les nouvelles technologies pour maîtriser sa reproduction le plus parfaitement possible. Les déterminants du recours de nos sociétés à ces révolutions subintrantes en matière de reproduction sont: petit 1, la volonté de souffrir le moins possible. Petit 2, la rentabilité du système de santé. Petit 3, la sacro-sainte prévention devant qui nous cédons tout, par souci de santé publique, par souci pour nos enfants, dont, et c'est normal, nous ne supportons pas la souffrance, encore moins que la nôtre. Regardons d'abord ensemble ce que s'est déjà passé dans les 50 dernières années pour percevoir ce qui pourrait se produire à l'avenir, ce qui étaye cette intuition de réponse à la question posée. Non, nos petits-enfants ne se reproduiront pas de la même manière que nous, et voilà pourquoi. Avant les années 70, personne ne savait détecter une malformation in utero et personne n'imaginait détecter
une éventuelle souffrance du fœtus par manque d'oxygène pendant l'accouchement. On se contentait alors de faire des constats cliniques après la naissance et on ne savait pas éviter les dégâts, hélas abondamment prodigués par Dame Nature. Les conséquences sur la santé des enfants, désormais le plus souvent évitables, étaient acceptées comme faisant partie du destin d'une famille. Le fatalisme régnait en maître. Ici, un enfant avec un retard mental définitif, là, un autre avec une boiterie sévère due à une hémiplégie constituée pendant l'accouchement. Toutes les familles, ou presque, étaient touchées par des affections congénitales plus ou moins graves et les assumaient plus ou moins bien. Puis, insensiblement, mais sûrement, le fœtus humain est devenu un véritable patient. On s'est mis à l'examiner, à le soigner dans le ventre de sa mère, et parfois même à l'éliminer. Cela s'appelle une interruption médicale de la grossesse, ou IMG. Elle est faite à la demande des parents quand le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable. Pour une grande partie de l'humanité, celle qui en a les moyens, la maîtrise de la qualité des enfants à naître est devenue une nouvelle norme, et je mets qualité entre guillemets. Par lutte contre le destin, par refus de la souffrance des enfants et de leurs parents, par souci de maîtrise aussi. La chrétienté avait mis fin, voilà presque 2000 ans, à l'exposition des enfants mal formés qu'on abandonnait à leur naissance dans la nature. C'était une pratique commune à tout l'Empire romain. Pour le christianisme, tout être humain né, donné par Dieu, devenait précieux et devait donc, de ce fait, bénéficier de l'aide de la société pour vivre le moins mal possible ce handicap, voire sa dépendance. La dignité d'être humain n'a de fait plus été conditionnée par la normalité du corps ou de l'esprit. Reconnaître dans le nouveau-né un semblable et en tenir compte dans la manière de lui venir en aide, lui accorder une véritable dignité et ne plus mettre fin à ses jours de manière cruelle au prétexte qu'il était mal formé, une évolution tout à l'honneur de l'humanité qui ne s'est pas produite partout d'ailleurs. L'exposition des enfants anormaux n'a plus été acceptée. Elle est remplacée de nos jours par l'IMG et les médecins sont désignés par la société pour protéger les familles et accessoirement la société contre le fléau du handicap congénital. On a même pensé un moment rendre responsables des conséquences d'une naissance dont ils n'auraient pas prédit suffisamment la normalité les médecins. Le législateur a dû interdire cette pratique de responsabilisation des médecins et il l'a fait rapidement, car sans cela le diagnostic prénatal aurait succombé, car devenu non assurable. Et cela, personne ne pouvait l'assumer politiquement. Il y a encore des endroits sur notre planète où la naissance d'un enfant handicapé donne lieu à un néonaticide, quand ce n'est pas la mère qui est tuée avec lui. À pensée magique quand tu nous tiens. La mise à mort des enfants mal formés à la naissance a donc cessé en gros. Elle a cédé la place, sécularisation de nos sociétés oblige, au diagnostic prénatal, dont l'extension recouvre aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre, toute la planète. L'exposition a donc changé de moment. Elle ne se fait plus à la naissance, mais dans la période prénatale. Le fœtus est scruté, analysé et, dans certains endroits qui en ont les moyens, soigné in utero quand il est malade. Une véritable médecine est née avec ses diagnostics et ses traitements, la médecine fœtale, qui a, en plus des autres médecines, le droit non discuté à l'euthanasie active, quand le fœtus est trop atteint ou qu'on sait à l'avance ne pas pouvoir le guérir. Partout où c'est possible, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on examine les fœtus in utero. Mauvaise raison ? Connaître son sexe et ne pas laisser venir au monde un enfant qui n'a pas le sexe souhaité par ses parents. C'est sûrement moins cruel d'ailleurs de faire ainsi que de laisser mourir par défaut de soins les petites filles dans leur première année de vie.
Le sexe féminin est considéré parfois, dans certaines cultures, comme une véritable malformation. La preuve, il manque 100 millions de femmes sur la planète. Et dans certaines régions du monde, il y a des villages où il n'y a plus que des hommes, plus une seule femme. Quand les humains maîtrisent leur reproduction, c'est toujours en même temps pour le meilleur et pour le pire. Le monde occidental ne peut guère donner de leçons. Prenons l'exemple de la trisomie 21 pour entrevoir les évolutions rendues possibles par la technique. Cette maladie est jusqu'ici incurable. Elle a une fréquence naturelle qui augmente avec l'âge des mères. À 20 ans, sa fréquence est de 1 pour 2000 naissances. À 46 ans, elle est de 1 pour 12 naissances. Dans les années 70, il naissait en France chaque année 300 enfants trisomiques. Il y a actuellement un peu plus de 50 000 personnes touchées par cette affection dans notre pays. Bien mieux soignées que par le passé, l'espérance de vie de ces personnes est de l'ordre de 70 ans, là où au début du XXe siècle, elle n'était que de 29 ans. 70 ans dans une certaine dépendance, variable d'un enfant à l'autre, souvent à la charge des familles, dans une société toujours regardante à l'égard de ces handicapés. Si on perd un peu de notre sacro-saint pouvoir d'achat quand on a un enfant sain, on en perd beaucoup quand on a un enfant handicapé. Et chacun le sait. L'aide de l'État, hautement insuffisante. Les demandes de l'État et de la société à l'égard des médecins sont donc claires. Mettre les familles à l'abri de la naissance d'un enfant handicapé. Et comme la moyenne d'âge des femmes à la première grossesse n'a cessé d'augmenter depuis plus de 50 ans, le nombre de grossesses avec enfant trisomique 21 a augmenté dans des proportions considérables. Il y a aujourd'hui en France 2000 interruptions médicales de grossesse par an après un diagnostic prénatal de trisomie 21. Et plus de 96% des femmes qui se savent porter un enfant trisomique la demandent. Les premiers diagnostics prénatals ont eu lieu dans les années 70, peu après la découverte de la cause de cette maladie par Marthe Gauthier, immense chercheuse française. Il fallait alors faire une amniosynthèse pour prélever à l'aiguille du liquide dans l'œuf et analyser les chromosomes de l'enfant sur les cellules en suspension dans ce liquide. L'amniosynthèse nous faisait perdre accidentellement par fausse couche une grossesse normale pour 100 à 200 prélèvements. De plus, cette analyse du liquide amniotique était onéreuse. On a donc limité cet examen pour ces deux raisons aux femmes de plus de 38 ans. Mais le plus grand nombre de grossesses ayant lieu avant 38 ans, cette méthode laissait naître beaucoup d'enfants trisomiques. Et la pression s'est accentuée pour que les femmes, dès 35 ans, puissent également bénéficier, entre guillemets, de ce dépistage pris en charge par la société. Outre que cet élargissement des indications ne fut pas très efficace pour détecter plus de trisomie 21, il augmenta le nombre des pertes fœtales d'enfants non malades liées à ce dépistage. Et quoi de plus difficile pour un couple, mais aussi pour le médecin, que de perdre un enfant désiré et normal, alors qu'on ne souhaitait qu'être rassuré sur sa normalité. Or, l'interruption médicale de grossesse après un diagnostic prénatal est une épreuve d'une exceptionnelle difficulté pour les femmes et leurs conjoints. Non seulement on se sent responsable d'avoir conçu un enfant porteur d'un handicap, mais en plus on doit décider soi-même de mettre fin à ses jours. Ce deuil-là est parfois si difficile que femmes et couples ont besoin, parfois pendant des années, de l'aide de groupes de parole pour arriver à s'en sortir. Et certains n'arrivent jamais à se pardonner cette décision. Cher payé donc ce dépistage des premiers temps, qui ajoutait à la lourdeur blessante des IMG les pertes fœtales, simplement parce qu'on avait consenti à ce dépistage pour être rassuré. Et comment ne pas consentir alors que tout dans notre société pastorienne de la prévention pousse les parents à s'y soumettre? Très difficile. Moins de 1% des femmes et des couples refusent encore aujourd'hui ce dépistage.
Mais la technique était là qui s'améliorait. On a découvert que certains marqueurs étaient modifiés dans le sang des mères qui portent un enfant trisomique. Les premiers marqueurs utilisés dans les années 90 n'étaient pas bons, car ils étaient faussement positifs trop souvent. On faisait donc beaucoup d'amniosynthèse pour rien, simplement pour rassurer les couples injustement inquiétés par le dosage de ces marqueurs, avec les conséquences que vous savez de ces fausses couches qui, bien que rares, étaient toujours catastrophiques et très culpabilisantes pour tout le monde. Ces premiers tests, tenez-vous bien, faisaient perdre 2 enfants sains pour diagnostiquer un enfant malade. Et malgré cela, on en fit un dépistage proposé à toutes les femmes et remboursé par la Sécurité sociale. Ce mauvais test était quasiment toujours accepté par les parents, tant le spectre de la naissance d'un enfant trisomique était fort, pour les pouvoirs publics qui voyaient augmenter les dépenses de santé, et pour les parents qui ne voulaient pas exposer leur famille. On condamna même des médecins qui n'avaient pas été capables de la détecter, et il fallut la loi dite anti-perruche pour que cette mauvaise manière de rendre les médecins responsables d'une anomalie génétique cessa. Mais la technique était là qui s'améliorait. On trouva de nouveaux marqueurs, plus précis, moins souvent faussement positifs. On faisait donc moins d'amniosynthèse et on perdait moins d'enfants du fait du dépistage de la trisomie 21. Mais on en perdait encore, et c'était tout aussi intolérable que par le passé. Mais la technique était là qui s'améliorait. Tout le monde considéra que la détection de la trisomie 21 par une simple prise de sang à la mère, appelée diagnostic prénatal non invasif, ou DPNI, était une avancée considérable. Ce nouveau test est aujourd'hui appelé à remplacer les anciens tests, par trop inexacts. Grâce à lui, il ne devrait plus y avoir à l'avenir de perte fétale liée au dépistage de la trisomie 21. Progressivement, ce test dans le sang de la mère sera proposé à toutes les patientes à mesure que son prix baissera et qu'il y aura suffisamment de laboratoires à même de le pratiquer. Ce qui a fait dire à juste titre à Didier Sicard, ancien président du CCNE, qu'on s'apprêtait à éradiquer la trisomie 21. Mais on ne peut pas être à la fois favorable au diagnostic prénatal et ne pas se réjouir de ce qu'il devienne moins dangereux en même temps que plus efficace. Petit aléa à ce progrès technique, la même technique qui permet de détecter la trisomie 21 dans le sang de la mère permet aussi, si on le souhaite, de connaître la totalité du génome du fœtus et donc de savoir, de manière prédictive, toutes les probabilités de pathologie auxquelles ce fœtus sera exposé tout au long de sa vie future. Que feront des parents lorsque le résultat qui leur sera donné parce qu'ils l'auront demandé fera état du pourcentage de risque de diabète, de Parkinson, d'Alzheimer ou de cancer et l'âge de leur survenue? Que faire de toutes ces données qui vont s'accumuler? Qui les conservera? Pour quel usage? Médical? Non médical? N'oublions pas que ce n'est jamais la technique qui est immorale, mais uniquement l'usage qu'on peut en faire. Car si quelqu'un peut revenir sur ces informations plus tard et s'en servir, qui sait comment un pouvoir devenu totalitaire pourrait les utiliser? Mais la technique est là qui s'améliore. Ne pourrait-on pas trouver à l'avenir un moyen technique qui permette d'éviter à la fois les pertes fétales liées au dépistage, mais aussi les IMG si lourdes et si dommageables pour les parents? Ce moyen existe déjà et il s'appelle le diagnostic préimplantatoire ou DPI. Il consiste à analyser sur 2 cellules de l'embryon humain in vitro, au 3e jour après sa fécondation, son génome pour ne réimplanter dans l'utérus qu'un embryon à coup sûr indemne de trisomie 21. 2 inconvénients à cette méthode: son coût et la nécessité d'en passer par une fécondation in vitro. De plus, le DPI a le même inconvénient que le DPNI. Il permet aussi de connaître, si on le souhaite, d'autres anomalies génétiques, ce qui est bien pour des vraies maladies, mais plus discutable pour des probabilités de maladie. Il était jusqu'ici interdit d'avoir recours au DPI en France pour le dépistage de la trisomie 21, et ce, pour des raisons éthiques.
Il est fort probable que la nouvelle loi bioéthique l'autorise, car réaliser un DPI pour une autre maladie qui se transmet dans une famille, par exemple une mucoviscidose, et ne pas en profiter pour regarder la trisomie 21 avant de réimplanter l'embryon dans l'utérus de sa mère, situation actuelle, a amené à des IMG pour trisomie 21 après qu'on ait fait un DPI pour éviter une autre maladie héréditaire. Et je ne vous dis pas la catastrophe que ça a donné avec ces femmes. Difficile, voire illogique, d'interdire un test sur l'embryon qu'on autorise sur le même fœtus 3 mois plus tard. Mais la technique est là qui s'améliore. Le DPI peut conduire à détecter tellement de pathologies différentes qu'aucun des quelques embryons disponibles pour l'analyse ne soit indemne. Pas assez d'embryons pour en trouver un qui n'ait aucune maladie ou probabilité de maladie. Qu'à cela ne tienne, les travaux sur les cellules souches devraient nous permettre, dans un avenir proche, de disposer d'une kyrielle d'ovules et de spermatozoïdes pour avoir, pour un même couple, plusieurs centaines d'embryons et en analyser tranquillement in vitro les qualités et défauts. On ne replacerait alors dans l'utérus qu'un embryon dont on serait quasiment sûr qu'il n'a pas d'anomalie génétique parmi toutes celles que l'on connaît déjà. La même technique vient pallier une des grandes souffrances des couples en désir d'enfant, qui est constituée par l'impossibilité de transmettre ses propres gamètes à l'enfant, soit parce qu'il manque des ovules, soit parce qu'il manque des spermatozoïdes, soit les deux. Le remplacement des spermatozoïdes ou des ovules manquants par un don de gamètes ou d'embryons ne se fait pas sans être accompagné d'une forme de deuil plus ou moins douloureux, celui de ne pas pouvoir transmettre son propre capital génétique. Fabriquer des gamètes artificielles à partir d'une cellule souche récupérée ailleurs dans l'organisme pourrait mettre fin aux dons de sperme et d'ovocytes. Terminer l'exode dans les pays limitrophes pour trouver des ovules là où on n'a pas exigé des donneuses qu'elles fussent à 100% altruistes. Et puis ce sera bientôt possible de conserver ses propres ovules quand l'horloge qui tourne affole les compteurs et ternit, voire obère, les relations amoureuses désormais centrées prioritairement et en urgence sur la recherche d'un père. Conserver ses propres ovules et éviter ainsi la difficile quête d'une grossesse alors que la nature rechigne quand l'heure est dépassée. La technique est là, qui repousse sans cesse les limites du réel. Oui, mais un enfant peut naître normal et contracter ultérieurement une maladie grave comme le sida, par exemple. Qu'on se rassure, la technique est toujours là qui s'améliore. C'est déjà annoncé par un chercheur chinois formé aux États-Unis où il a appris la technique du copier-coller sur le génome. Et 3 enfants seraient déjà nés avec une modification génétique qui les rend théoriquement plus résistants au sida. Modification qui se transmettrait à leurs enfants. Si c'est vrai, et si ce n'est pas une infox, la communauté scientifique n'a pas encore validé cette annonce. Oui, mais un enfant peut disposer au départ d'un capital génétique tout à fait normal et pâtir d'une exposition in utero à des toxiques qui risquent d'altérer son développement à cette période d'une extrême vulnérabilité. Or, on vit dans un monde de plus en plus pollué. L'affaire récente des enfants nés avec une agénésie d'un bras, dans un territoire assez restreint de la France, fait suspecter un effet indésirable d'une pollution chimique responsable de ces anomalies. On sait, même si l'affaire des bébés sans bras est poussée par la volonté de certains d'exploiter à leur profil sensationnel, que les produits chimiques, et en particulier les perturbateurs endocriniens, ne sont pas sans effet sur les fœtus dans le ventre de leur mère. Et comme les industriels continuent de déverser dans la nature des nouveaux produits chimiques par milliers dont ils n'ont pas testé la dangerosité parce que ce serait trop cher, on va finir par empoisonner ici ou là notre environnement de manière si sévère qu'il semblera plus raisonnable de placer nos embryons à l'abri dans une atmosphère moins dangereuse. Pourquoi pas dans un utérus artificiel? Ce qui aujourd'hui serait refusé tout net par les femmes, ne plus vivre leur grossesse, serait alors accepté sans réticence, tant les scandales de contamination par les successeurs de la dioxine auront fait le lit de ce renoncement.
D'autant que la grossesse est un moment où les complications médicales peuvent se produire pour la mère et pour l'enfant, et d'autant que l'accouchement est toujours un instant à risque dans la vie d'une femme. 80 femmes meurent encore en couche chaque année dans notre pays. Quand l'utérus artificiel sera disponible et bien au point, les arguments seront forts pour s'en servir et désormais n'avoir plus besoin ni de GPA, ni même de greffe d'utérus, si périlleuse pour la donneuse et si compliquée pour la receveuse. Oui, mais l'État-providence ne pourra pas prendre en charge toutes les pathologies héréditaires et congénitales. Il se pourrait bien qu'un jour, les soins de l'enfant ne soient pris en charge par la collectivité que pour ceux qui se seront soumis au programme de prévention et de santé de l'enfant à naître. Les enfants qui auront été faits sous la couette, à la sauvage, et qui auront une anomalie héréditaire, voire qui auront été touchés par la pollution dans le ventre de leur mère, pourraient ne plus être aidés par une solidarité nationale exsangue après avoir payé tous les programmes de prévention exigés par le peuple. Aujourd'hui, dans notre société handiphobe, un couple qui essaye de mettre son enfant trisomique dans une classe comme les autres se le voit souvent rejeté par les parents des autres chères têtes blondes, de peur qu'il n'abaisse le niveau. C'est le contraire, bien sûr, mais qui le sait et qui l'accepte? La trisomie 21 serait d'ores et déjà une bavure médicale, ou à tout le moins la conséquence de ne pas avoir fait suivre sa grossesse correctement dans notre société addictive à la sacro-sainte prévention. Demain, ceux qui n'auraient pas suivi les possibilités offertes par la médecine préventive pastorienne et qui de fait solliciteraient la solidarité nationale pour les aider à soigner leurs enfants touchés par une maladie héréditaire qu'on aurait pu éviter, risquent fort de ne plus être aidés par manque de moyens. Des embryons sans anomalie génétique, protégés artificiellement contre certaines maladies graves, élevés en batterie dans des couveuses collectives à l'abri de la pollution dangereuse et issus d'une sélection qui assurera aux parents le mieux qu'ils peuvent attendre en matière de reproduction sans laisser cela au hasard, un tableau digne d'Aldous Huxley, qui pourrait nous apparaître comme déplaisant, voire même inacceptable. Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Nichols, réalisateur visionnaire de 1997. Dans son film, les enfants nés sans contrôle s'appellent déjà les invalides. Incroyable, quelle prémonition! Pas sûr d'ailleurs que ce tableau peu rassurant soit encore inacceptable pour nos arrière-petits-enfants, qui auront, eux, de bonnes raisons d'accepter ces contraintes qui leur paraîtront toutes naturelles. Homo sapiens supporte mal la frustration, et il fait toujours le meilleur et le pire de chacune de ses découvertes. Et si ce n'est pas ici, ce sera là, marqué depuis toujours par une nature déficiente qui lui fait tordre la vraie nature au-delà du raisonnable. Il est sans cesse animé d'une incorrigible avidité de maîtrise de ce corps jugé si incomplet. Son autoproclamation d'aboutissement de l'évolution, après s'être installé tout seul sur le trône de la création sans y être invité par qui que ce soit, cache mal sa nudité, son manque de vélocité, son absence de défense naturelle, qui en font un véritable invalide dans ce monde où règne la prédation généralisée. Normal d'ailleurs qu'il veuille tout maîtriser, normal qu'il veuille améliorer son corps, l'augmenter, le rendre plus performant, normal qu'il soit de plus en plus vigilant sur la qualité de sa reproduction pour avoir des petits de plus en plus doués et compenser par là même son avoir moins congénital. La spirale de la transformation de notre corps est engagée depuis toujours et rien ne saura l'arrêter, ni les comités d'éthique, ni les lois, ni les frontières. On sait bien que dès qu'une nouvelle technique dans le domaine de la reproduction est disponible, elle est plébiscitée puis mise en œuvre. Et vite, concurrence entre les peuples oblige. L'humanité est donc arrivée à un tournant.
Nos arrière-petits-enfants feront-ils encore partie de l'espèce Homo sapiens sapiens? Comme si la répétition du mot devait nous conférer une sagesse dont nous sommes si incertains. Ou seront-ce les premiers d'une nouvelle espèce, Homo protheticus, Homo hybridus? On peut déjà ouvrir le concours des dénominations, car la chose me paraît certaine. Nos arrière-petits-enfants ne se reproduiront sûrement plus à l'ancienne. Plutôt mieux de le savoir, de le prévoir et pour tout dire, de l'anticiper. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Israël Nizan. Je vous propose que l'on se retrouve demain, dès 8h30, à la librairie Kléber, pour un moment convivial, un moment d'échange. On pourra revenir sur ce qui a été dit. On viendra également s'intéresser à ce qui se passera dans la journée. Et puis, on se donne aussi rendez-vous à partir de 10h demain matin pour les premières tables rondes du forum. Merci.